Thanks, Madame la Ministre. Really appreciate your address and J'apprécie beaucoup votre intervention, Madame la Ministre, en ce qui concerne tous ces événements qui nous génèrent cette émotion si forte. Maintenant, on va présenter M. Albrecht, un philosophe australien qui a inventé la notion de solastalgie. C'est un sens croissant de détresse. Il a fait l'exemple des mines sur la population australienne. Ce n'est pas un théoriste de la fin du monde. Il ne veut pas parler de catastrophes. Il veut plutôt parler d'une révolution des émotions à partir du langage. Il a publié un livre qui s'appelle « Les émotions de la Terre ». Il faut se préparer pour un nouveau monde avec de nouveaux concepts. C'est une philosophie écologique dont on va parler. On va parler aussi de l'anxiété écologique, éco-anxiété. Comment est-ce qu'on peut convertir ces émotions en mouvement, en action? La table ronde sera modérée par M. Sakovic, qui est responsable des communautés de business en Irlande. On aura aussi Joanna Krupp, une étudiante qui étudie aussi cette détresse parmi les jeunes au Luxembourg, et aussi un représentant de la New Division pour le monde du business. Je vois M. Albrecht qui nous rejoint de l'Australie. Heureusement, il peut être avec nous. Vous nous entendez? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend très bien. À vous la parole. Merci beaucoup. C'est très gentil et très courageux d'inviter un philosophe ici, en particulier de l'Australie si lointaine. C'est presque 11 heures du soir ici. J'ai presque 70 ans et ça fait un peu peur, cette technologie qui me permet de parler à l'autre bout du monde. J'espère pouvoir vous faire sortir de la solastalgie au bout de quelques 15 minutes avec quelques mots que j'ai créés à partir de racines grecques ou latines pour créer de nouvelles idées qui peuvent expliquer notre réaction émotive au monde qui change. J'aime les oiseaux, je suis passionné d'oiseaux et j'ai passé ma vie tout à fait dans la nature. C'est ça que j'aime. Et c'est une recherche qui dure toute la vie vers une vie meilleure, en harmonie avec la nature. Je suis philosophe, mais surtout un philosophe de l'environnement. J'ai un doctorat dans ce domaine et j'ai voulu essayer de parler de la nature en termes philosophiques. Mon dernier emploi, c'était professeur de durabilité à l'université ici en Australie. Je suis retraité déjà depuis 6 ans maintenant. J'habite à la Wallaby Farm, en partie cultivée, en partie sauvage, dans une zone habitée par des indigènes qui habitent cette région depuis des milliers et des milliers d'années. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est approprié d'une terre, les colonisateurs qui sont arrivés en Australie d'Europe, et je suis très reconnaissant aux indigènes qui me permettent d'habiter ici.
Quand on parle de solastalgie, d'où vient ce sens de solastalgie? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la raison principale qui amène à la solastalgie et comment on peut s'en échapper? Ce serait génial si, à l'horizon 2100, le dictionnaire pourrait éliminer le mot solastalgie. Ce serait génial que le concept ne soit plus nécessaire. Je ne veux pas vivre dans un monde dominé par la solastalgie. On pourrait... Alors, on parle de notre époque comme l'Anthropocène. La prédominance de l'humain sur la planète. Tout ce qui bouge sur la planète, tous les cycles biologiques et géologiques sont dominés par la présence humaine et par l'impact qu'on a, qui est en croissance exponentielle dans ce 21e siècle. C'est donc assez difficile de retenir cet amour de la nature quand on voit la nature qui est ravagée par les humains. Et comme on dit les sous-titres de mon livre, c'est bien des nouveaux mots pour un nouveau monde. On veut passer de cet état de désolation, de détresse pour la planète qu'on vit dans cette époque de l'Anthropocène. Là, vous voyez les charbons qu'on exporte près de chez moi. C'est ça pour moi, l'Anthropocène. Les trains qui vont des mines au port. Et c'est là qu'on exporte donc ce matériel. C'est le charbon qui est ensuite brûlé dans les centrales et dans l'industrie de l'acier. C'est un endroit qui fait peur. Ici, on peut le voir, c'est 500 km² de terre transformée par cette industrie. Pour obtenir les charbons, pour le brûler et l'exporter dans une des plus grandes centrales d'Australie. Vous voyez que la genèse de la solastalgie vient de ce que l'Anthropocène est en train de faire à la Terre. Je vous invite à visiter l'Australie. A des endroits super jolis, mais regardez ces mines ici. Ça, c'est mon image de l'Anthropocène pour nous. La détresse que je ressens à cause de la désolation qui est provoquée par ces mines, c'est ça qui m'avait frappé déjà dans les années 80, quand j'étais un tout jeune philosophe. Là, bien sûr, je suis âgé. C'est une détresse ressentie par la Terre qui se reflète dans la détresse des gens qui ressentent cette émotion. On parle de troubles de santé mentale, mais il n'y a pas forcément un mot en anglais pour dire cette idée de détresse de la Terre, ou pour dire cette désolation causée par les mines aussi. Et c'est pour ça que j'ai créé le terme solastalgie. C'est un mot qui fait partie d'une constellation de mots négatifs, d'émotions négatives qu'on voudrait éviter. Solastalgie vient du mot
nostalgie qui remonte déjà à 1688. La nostalgie, c'est le désir de rentrer chez soi, bien sûr. Une condition qui était considérée presque comme presque une pathologie. Ça devient presque une pathologie. Alors, il fallait rentrer chez soi physiquement. Et les autres mots qu'on voit sur la liste, je n'ai pas le temps de tous les décrire, tous les définir. N'ayez pas peur de la nécrophilie, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas l'amour de la mort. Je sais que ça veut dire autre chose aussi. Là, vous voyez plusieurs émotions négatives liées à la Terre. Et je voudrais définir la solastalgie et comment on peut lutter contre elle. Il faut savoir que la solastalgie, c'est le vécu, c'est l'expérience des changements négatifs de la Terre. C'est la désolation de la Terre qui rentre dans ces mots aussi, le sol. Et c'est ce qu'on voit. C'est juste en face de vous, juste devant vous. C'est plus que l'anxiété, parce que l'anxiété, c'est dans le futur. Par contre, la solastalgie, c'est le vécu, c'est l'expérience des changements de l'environnement. C'est ça que vous ressentez quand vous êtes chez vous, mais chez vous, ça devient différent, ça devient autre. Et cela à cause de l'impact des activités industrielles telles que les mines. Il y a plusieurs endroits dans le monde qui ne sont pas directement concernés par le réchauffement climatique, mais les personnes qui subissent des inondations, des incendies à côté de chez eux, des extinctions qui se multiplient, c'est quelque chose qui se passe à niveau mondial. Et on voudrait changer cet état, cette situation. Dans ma carrière, je travaillais donc dans la philosophie, mais je me suis aussi penché sur le droit. On a eu des cas justement où la solastalgie a eu un impact légal, carrément dans les cours. C'était en Irlande, donc que la solastalgie a amené à bloquer l'expansion d'une mine de charbon, par exemple. Et maintenant, c'est un terme qui est connu partout dans le monde. Cela a un impact énorme sur le paysage. Vous voyez les campagnes qui sont ravagées. Alors, les Irlandais savent estimer l'impact environnemental de la solastalgie. Alors, qu'est-ce qui se passe à nous, les humains, quand ça arrive ailleurs aussi, en Australie? Tout l'impact sur la qualité des eaux. Et maintenant, on voit aussi l'impact sur les gens, sur les humains. Tout l'impact des activités économiques et industrielles. Donc la solastalgie acquiert de plus en plus d'importance. Donc,
J'aimerais maintenant conclure sur la solastagie en disant que solastagie, c'est urgent de s'en sortir. C'est urgent de s'en sortir. Et pourquoi est-ce que l'on veut s'en sortir? Eh bien, c'est pour essayer, c'est d'en sortir sans retourner dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est réellement un concept qui a dominé maintenant, qui domine la manière dont la vie humaine est liée au reste de la nature et au reste des espèces. Et là, ce que l'on peut essayer de faire en sortant de la solastagie, c'est d'entrer dans quelque chose qui permettrait d'être à l'opposé de l'Anthropocène, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un lien dominant de l'homme, anthropos, sur les autres espèces, mais dans une ère de la synergie, et de voir le futur de cette manière. Donc, ce que j'essaie de suggérer ici, avec ce que j'appelle le symbiocène, c'est d'en arriver à une autre ère de notre existence, une ère basée sur ce qui s'est passé lors de l'ère industrielle, lorsque cette relation entre les humains et la nature s'est décalée. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'humain domine, mais il y a une énorme masse de symbiocène qui est identifiable et que l'on peut aujourd'hui réellement définir. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que cette idée du symbiocène, c'est ce qui nous permettrait d'avoir une meilleure vie avec la nature, d'avoir moins de problèmes physiques, d'avoir une santé mentale un peu meilleure que ce qu'on a actuellement. Donc, les humains ont besoin de se reconnecter de manière symbiotique avec la nature, aussi bien au niveau macro qu'au niveau méso, qu'au niveau micro. Cela signifie que nous ne pouvons pas couper nos liens avec le reste de la vie. Et de manière ultime, nous devons comprendre que toute la stratégie d'existence que nous avons doit se faire avec le reste de la nature. Tout ce que nous devons faire, si l'on veut faire pousser des aliments, c'est par exemple d'attendre qu'il pleuve. Mais ce que l'on doit réellement comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas uniquement d'une utilisation de la nature comme un outil, mais réellement de vivre avec en symbiose, de comprendre comment elle fonctionne et de nous rapprocher au maximum d'elle. Donc j'ai essayé de développer un certain nombre de principes connectés au symbiocène. Ils ont l'air complexes, mais vraiment, ils sont très très similaires à toutes ces choses qui ont été évoquées par d'autres avant moi. Et il s'agit de personnes qui ont travaillé au développement durable, aux énergies renouvelables, etc. Donc, il s'agit ici de se poser la question, pourquoi est-ce que vous voulez utiliser des énergies non renouvelables? Quel est le point? Pourquoi est-ce que vous voulez utiliser des choses qui ne sont pas biodégradables? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est correct de mettre des produits toxiques dans la chaîne alimentaire? Absolument pas, ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Donc ce sont des principes qui sont très simples et qui tournent autour de l'idée du symbiocène. Alors ce qui est nouveau peut-être, c'est l'idée que nous devons prendre en compte les liens symbiotiques entre les espèces, comprendre que nous avons endommagé des liens que nous avons normalement avec la nature et que nous avons besoin de les reconstruire, et nous avons besoin d'en construire de nouveau, de créer une nouvelle symbiote entre nous et la nature et les autres espèces. Et donc, j'ai évoqué un peu plus tôt l'Anthropocène et je vous ai parlé d'émotions négatives et je vous en ai fait la liste. Là, je vais vous parler des émotions positives, des émotions terriennes positives. C'est celle que vous avez ici à l'écran et c'est ce qui peut nous pousser, ces actions positives, à vraiment agir. Donc nous avons ici certaines qui sont plus récentes et d'autres qui sont plus anciennes ou plus classiques. Il y a une des nouvelles, l'endémophilie, qui est en fait l'amour de ce qui est local. Il y a aussi la topophilia, qui est l'amour des lieux, des espaces.
Et puis, il y a également cette émotion profonde d'union et d'unisson qui est la symbiophilie. Et puis, il y a aussi l'écophilie, le fait d'aimer la nature, la biophilie, le fait d'aimer la vie. Donc, les émotions négatives sont celles que nous avons besoin de rejeter et les émotions positives sont celles que nous avons besoin d'encourager et de ressentir au plus fort. Et c'est ce qui nous permettra de sortir de l'anthropocène pour rentrer dans le symbiocène. Le symbiocène, c'est une véritable révolution et nous avons besoin de replacer tous les artefacts de l'anthropocène qui sont toxiques et qui sont même polluants avec ce que j'appellerais des symbiofacts du symbiocène. On peut très bien dire que les symbiofacts, certains existent déjà, mais il y en a tant d'autres que l'on peut encore inventer et développer. Donc tout ce que nous utilisons aujourd'hui, le plastique, les outils que l'on ne peut pas réparer, les matériaux qui sont toxiques, les émissions de dioxyde de carbone, les processus de production qui sont polluants, on a besoin de les remplacer et on a besoin de le faire de manière systématique. Il doit y avoir, alors peut-être pas une révolution, mais c'est quelque chose qu'on peut éventuellement voir comme étant impossible. Imaginez par exemple ici des briques qui sont faites à partir de matériaux vivants. On a ici des briques qui sont faites à partir de champignons. D'autres exemples, vous avez ici la possibilité de consommer les choses qui normalement ne font qu'emballer. Ici, vous avez quand vous commandez un café, vous avez très souvent des tasses jetables. Ici, vous pouvez les consommer, les manger. Vous avez également la possibilité d'avoir par exemple, des fromages qui sont faits à partir de bactéries qui sont moins polluantes ou qui sont moins toxiques. Donc on a plusieurs idées. Ici, utiliser des microbes plutôt que des matériaux lactés. Certains étudiants des Pays-Bas ont réussi à faire pousser, entre guillemets, une voiture biodégradable. C'est l'image que vous aviez juste avant. Ici, vous avez aussi de l'énergie du symbiocène, c'est-à-dire une énergie qui provient d'algues et de microbes. On peut s'imaginer un futur où on peut avoir donc des produits ou une énergie qui est produite à partir de ces microbes et de ces algues pour remplacer les carburants fossiles que nous utilisons à l'heure actuelle et qui ne sont ni renouvelables ni neutres puisqu'ils sont très polluants. Ici, si on prend l'Anthropocène, le Symbiocène et qu'on essaye de faire une comparaison, c'est-à-dire une utopie tragique contre une utopie positive, qui serait ici le Symbiocène, si on pense au Symbiocène comme étant une réponse au problème de l'Anthropocène, on voit très clairement qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont positives, alors que dans l'Anthropocène, on a des caractéristiques qui sont destructives. Ce n'est pas durable d'avoir toutes ces choses que vous avez à gauche. Et il est également très très dérangeant de voir, par exemple, dans la destruction typique de l'Anthropocène, qu'on essaye de donner une image qui soit homogène de la Terre, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et vous voyez également à gauche dans la liste, vous avez la solastagie. Et je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est négatif, alors qu'en face, nous avons la soliphobia, qui est l'amour de notre planète. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, si on regarde tout ce qui est à droite, c'est d'avoir une économie qui est durable, qui est régénérative. C'est d'encourager la symbiose au lieu d'avoir une dysbiose, comme vous le voyez à gauche. Il s'agit également de penser de manière plus scientifique et de manière moins idéologique. Et puis, tout en bas, vous avez des émotions psychothérapiques, alors qu'à droite, vous voyez quelque chose de beaucoup plus positif. Donc là encore, Anthropocène négatif, Symbiocène positif.
Si on pense maintenant à la génération symbiocène, qu'est-ce que la génération symbiocène, ce qu'on appelle la génération S? Vous avez... alors, j'étais à Newcastle quand il y a eu cette manifestation pour le climat, et j'y étais accompagnée de mes petits-enfants. On voit toute une génération qui parle d'une rébellion contre l'extinction, Extinction Rebellion. On voit réellement des jeunes qui s'activent, qui essayent de faire quelque chose. Et je pense que les humains, en tant qu'animaux sociaux, ont réellement, de manière désespérée, même envie de se sortir de cette situation. Et j'espère que je réussis à vous convaincre durant cette très courte période de temps à ma disposition du fait que nous devons sortir de cet anthropocène, sortir de la solestagie pour entrer dans le symbiocène, que nous devons le développer nous-mêmes. Et j'espère également vous avoir fait comprendre que le symbiocène, entrer dans cette ère du symbiocène, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a commencé à y réfléchir, une fois que vous êtes à l'intérieur, eh bien, il n'y a que du positif. Merci pour votre générosité et merci d'avoir permis au fermosophe que je suis, donc fermier philosophe que je suis, de vous parler pendant ces quelques minutes de ma philosophie. Et j'ai appelé mon livre « Nouveaux mots, nouveaux mondes » parce que je pense que les mots sont liés à l'émotion et que l'émotion, c'est ce qui nous poussera à agir. Donc encore une fois, nous devons ressentir des émotions positives pour agir. Merci encore une fois. Okay, good afternoon everybody. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment honoré d'être ici. C'est vraiment un luxe d'avoir ici tout le monde et de pouvoir écouter cette présentation de Glenn. Aujourd'hui, je suis avec Caroline. Vous nous entendez? Oui, parfait. Christian a déjà présenté le groupe avec des biographies impressionnantes. Vous pouvez les regarder, aller lire sur le site de la conférence. Caroline est à l'écran et à ma gauche, on a Louise et Joe à droite. On va parler avec eux. Donc, Glenn est aussi encore avec nous, donc il pourra participer aussi à la conversation. On a vu beaucoup d'émotions, mais il faut aussi parler du mouvement qu'il faut entamer. On a expliqué ce que c'est la solastalgie, ce sens de perte. Les images d'Australie, je pense qu'elles sont assez dures. Et on a parlé aussi du phénomène qu'est l'éco-anxiété. Nous avons des experts avec nous. Caroline, on commence avec vous, si vous voulez bien. Vous avez conduit une étude sur l'anxiété climatique. Quels sont les résultats? Merci, oui, c'est ça. Je ne veux pas vous inquiéter, mais je vais commencer par dire, est-ce qu'il faut vraiment repenser ses convictions, même si on pense être un expert? Je m'excuse, mais il faut avoir l'humilité de reconnaître cette détresse, d'apprendre sur cette détresse que l'humanité n'a pas connue jamais dans son histoire. Bien sûr, il faut travailler avec les connaissances qu'on a, mais il faut aussi continuer à explorer. On a conduit une étude avec des jeunes de 10 pays différents. On a parlé de l'impact sur leur vie quotidienne, sur leur relation avec le gouvernement. De qui est la faute? Donc, qui peut-on inculper de cette détresse? Une des données les plus choquantes, c'est le fait que 48% de ces 2000 jeunes,
Ils se sentent ignorés quand ils essayent de parler de changement climatique. La moitié de ces jeunes, donc ils se sentent ignorés. Ils ne savent pas ce qu'on pourrait changer aujourd'hui. Et quand on parle de la gamme d'émotions, une gamme assez complexe dont on va parler, 67% se sentent tristes et 62% se sentent anxieux. Mais il y a aussi d'autres émotions comme le sentiment de faute, on se sent coupable. Ces jeunes se sentent toujours coupables à niveau émotionnel. Du point de vue cognitif, par contre, comment on se place dans les mondes? 8 sur 10 de ces jeunes pensent qu'ils devraient se prendre soin de la planète. Et 9 sur 10 dans les Philippines, ils croient qu'ils doivent vraiment se prendre soin de la planète. Le futur, ça fait peur. Aux Philippines, on a eu un 92% pour ça. Plus que la moitié de ces jeunes ont un sentiment très négatif pour le futur de l'humanité. C'est un chiffre énorme. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me demande si nos jeunes ont ces ressentis de catastrophes futures. Au Royaume-Uni, par contre, c'était un 51%. Peut-être parce que les gens au Royaume-Uni ne font pas face aux effets immédiats des changements climatiques. L'impact n'est pas que immédiat, ça va être dans le futur aussi. Je vais encore donner quelques chiffres, pardonnez-moi pour ça. Quand on parle des relations avec les gouvernements, 65% des jeunes pensent que les gouvernements ne font pas assez et 58% pensent que les gouvernements même trahissent les générations futures. Toutes les activités du quotidien dans des pays comme l'Inde et les Philippines, c'était encore plus. Dans les Royaumes-Unis, c'est toujours moins, parce qu'on n'a pas encore cet impact direct chez nous. J'arrête avec les chiffres. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à communiquer avec les autres, en particulier avec les adultes. Et il faudrait que les adultes comprennent comment se manifeste cette détresse parmi les jeunes. Peut-être ils n'ont pas encore les défenses psychologiques qu'il faut pour faire face à cette détresse. Au cours des recherches que je fais pendant 10 ans, les jeunes que j'ai rencontrés disent qu'ils voudraient voir des mesures qui sont prises. Ils voudraient être rassurés sur ça, mais c'est le contraire qu'on fait. C'est pour ça qu'ils se sentent trahis. C'est une sorte de problème parce que les adultes qui devraient protéger les jeunes ne sont pas en train de faire ça. C'est pour ça que les gens se sentent un peu perdus. Ce que je trouvais extraordinaire parmi les résultats, après les résultats, j'ai reçu des mails de jeunes partout dans le monde, des adolescents qui m'écrivaient, en particulier un adolescent qui m'écrivait d'Allemagne. Cette étude m'a fait du bien parce que j'ai vu que je ne suis pas la seule à me sentir comme ça. Elle se sentait vraiment... Elle se sentait comprise, finalement, comme elle ne l'était pas pendant longtemps.
faut vraiment prêter attention à ça, à ces chiffres. Et comme j'ai discuté longtemps avec les jeunes sur ces chiffres, ils confirment, oui, c'est ça, c'est comme ça que je me sens. Alors, d'un côté, c'est inquiétant. Bien sûr, il faut faire quelque chose. Mais de l'autre côté aussi, il faut vraiment prêter attention à la réalité des sentiments des jeunes. That's a very good start, Caroline. One of the statistics Exactement, Caroline, c'est une très bonne remarque pour commencer. Et je pense que si on regarde aux chiffres concernant les enfants qui veulent, les personnes souhaitant avoir des enfants en Irlande, ils étaient qu'à 40%. Donc ça montre vraiment qu'il y a une peur de l'avenir. Et je pense que maintenant, on va passer à Johanna, Joe, parce que je pense qu'on a parlé d'une génération S, la génération symbiocène. Donc est-ce que peut-être toi, tu peux nous parler de ton ressenti? Alors, tu es ici à Luxembourg en licence de psychologie. Alors, quand tu entends tous ces chiffres, toutes ces statistiques, qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu fais le lien pour toi, personnellement, avec ces chiffres? Merci beaucoup pour tous les résultats de toutes ces études qui montrent à quel point on ressent tous un peu les mêmes émotions. Je pense que moi, je suis en plein dedans, donc j'apprécie énormément qu'il y ait ces études. Alors oui, commençons avec mon émotion numéro 1 par rapport au réchauffement climatique, qui est l'inquiétude. Donc comme je l'ai dit, moi je suis étudiante en psychologie, donc c'est un peu mon background et je me concentre en particulier sur tout ce qui est trauma, les traumatismes. Et lorsqu'on entend parler de catastrophes, lorsqu'on entend parler de risques catastrophiques qui sont engendrés par le réchauffement climatique, alors on se rend compte qu'il y a une augmentation du risque de traumatisme. Et c'est une réalité. Moi, j'ai décidé de concentrer ma carrière sur l'immigration en général. Et donc, je suis très concentrée sur ce sujet particulier des traumatismes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de fuir maintenant ou de personnes qui sont particulièrement inquiètes ou anxieuses à l'idée des changements climatiques, des changements environnementaux. Et ce sentiment, cette émotion est de plus en plus forte et de plus en plus extrême. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, ça s'explique bien sûr. Et donc, oui, une des plus grandes émotions pour moi, quand je prends tout ceci en compte, c'est la honte. La honte par rapport au reste de l'humanité parce qu'on fait partie de ceux quand même qui qui endommagent le plus la biosphère, les espèces en voie de disparition, l'environnement en général. Et donc, oui, une certaine honte, une certaine responsabilité. Alors oui, je fais partie d'une génération plus jeune, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes personnes ici. Oui, ce que je peux dire aussi, c'est que je me sens... En tous les cas, quand je parle à des manifestations dans le cadre de l'activisme climatique, ou si je m'exprime dans un groupe ou dans des associations dans lesquelles je suis membre ou je participe, j'ai toujours un petit peu ce sentiment de trahison. Les gens se sentent trahis. Alors oui, les gouvernements en termes de... oui, on s'est discuté, on a des protocoles, on a des traités, etc. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que aux informations, on voit toujours de plus en plus de choses négatives. Et donc, on parle beaucoup, mais on n'agit pas beaucoup. Et puis, il y a aussi le secteur privé. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du greenwashing, qui font de l'éco-blanchiment. Et par conséquent, oui, on se sent trahi parce que je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais on a l'impression qu'on ne peut plus faire confiance à personne. À l'heure actuelle, dans notre éducation, si je veux me former, où est-ce que je dois aller? Parce que on a personne, enfin, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a réellement des gens ou du moins des structures qui ne se fichent pas du changement climatique et de l'environnement? Donc j'essaye de ne pas avoir un point de vue trop pessimiste. J'essaye d'être conscient de la situation sans pour autant tomber dans le pessimisme. C'est très difficile. J'essaye également de contrebalancer ces émotions négatives avec de l'espoir, par exemple. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie qui vient de ces émotions négatives aussi pour essayer de faire bouger les choses et d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes d'environnement?
Mais l'important, c'est d'essayer de rester émotionnellement, d'avoir un bon équilibre, d'avoir une certaine harmonie. Moi, personnellement, je reçois beaucoup d'espoir de toutes ces manifestations auxquelles je vais, de tous ces jeunes que j'entends parler. Et c'est un véritable privilège d'avoir accès à toutes ces études dont vous avez parlé, Caroline, un peu plus tôt. Et c'est magnifique qu'elles soient accessibles à autant de personnes dans la société parce que cela permet de renforcer la conscience qu'on peut avoir vis-à-vis de ces problèmes aussi parce que ça donne un peu un sens de communauté parce qu'on se sent beaucoup moins seul en tous les cas. On se sent beaucoup moins seul, donc la détresse est un peu plus partagée. Et puis, ça permet d'initier des projets. Moi, je sais qu'à l'Université de Luxembourg, avec d'autres personnes, j'ai pu initier des projets avec des personnes qui étaient motivées. Dans certains cas, j'ai dû moi-même essayer de lancer des projets au centre du campus. Un projet qui s'appelle Ecosia, que j'ai lancé par moi-même. Il s'agit ici de planter des arbres. Et Ecosia, vous connaissez peut-être, en fait, c'est un moteur de recherche comme Google qui vous permet de surfer sur Internet, mais qui permet également par ses revenus de planter des arbres. Alors pas seulement, il y a d'autres choses aussi, mais c'est un projet que j'ai lancé, mais il y a aussi une volonté dans Ecosia de soutenir les droits des femmes, par exemple, de soutenir les producteurs locaux. Il y a beaucoup de choses qu'on essaye de faire. À chaque fois que j'ai eu la possibilité ou l'opportunité de faire quelque chose, je l'ai saisi. J'ai essayé aussi, ou j'essaye encore à l'heure actuelle, d'encourager les étudiants, les professeurs, de télécharger Ecosia. J'ai essayé, ou j'ai réussi même dans certains cas, à faire en sorte d'introduire Ecosia sur les ordinateurs du campus. Et donc, il y a un certain succès. Il y a des personnes qui l'ont téléchargé beaucoup et on peut même voir combien d'arbres ont été plantés grâce à ce projet. Vous avez la possibilité, via le site internet de l'université, de voir les résultats. Donc, ça permet de renforcer ce sentiment de communauté qui est tellement important à l'heure actuelle. Une autre action, ça a été d'essayer de mettre en place d'avoir des menus végans à l'université parce que bon, on en avait marre de toujours demander de la pizza sans fromage, s'il vous plaît. Donc de vraiment réussir à mettre en place des petites choses comme ça. Oui, donc ce sont des exemples. Voilà. Merci beaucoup, Johanna. C'est très intéressant de t'entendre parler de ton voyage. Et puis, on verra encore dans quelques minutes un certain nombre de projets également. Je vais donner maintenant la parole à Louise, qui travaille avec des personnes également qui travaillent avec des personnes qui sont traumatisées ou qui sont très inquiètes ou anxieuses de tout ce qui peut se passer. On va vers l'inconnu, vers quelque chose de très différent. Donc, comment est-ce que la psychologie fonctionne en termes d'aide aux autres? Oui. Merci pour cette question. Je pense que je dis assez souvent à mes patients, non, vous n'êtes pas fou. Il n'y a pas un problème avec vous, mais la détresse, l'anxiété que vous ressentez par rapport au changement climatique, ça fait sens, ça a du sens. Ce qui est important, c'est de comprendre l'impact que ça a sur vous, sur votre vie. Mais si on parle d'éco-anxiété et d'anxiété liée au climat, je pense qu'il faut recentrer un petit peu cette définition. On sent cette frustration, cette anxiété parce que c'est important pour vous. Si vous vous en fichiez de la planète, si vous vous fichiez du futur des jeunes générations, vous ne ressentiriez pas cette détresse et vous n'auriez pas ce sentiment d'anxiété. Donc en fait, vous devriez vous sentir fier du fait que cela vous intéresse, que vous vous inquiétez,
c'est quelque chose de profondément altruiste. Et c'est ce qui est vraiment beau, c'est ce besoin de ressentir une communauté, d'essayer de trouver des solutions, de s'inquiéter à cause des autres, de ce qui pourrait arriver aux autres générations futures. Et donc, c'est quelque chose de positif. Mais il y a cette possibilité transformative où l'humanité a la possibilité de traiter ce traumatisme et cette anxiété. Et nous avons la possibilité d'utiliser ces énergies pour créer un nouveau scénario pour l'avenir. On ne peut pas continuer à penser que un jour on va s'en sortir, on va retourner à comme c'était avant. On ne peut pas avoir cela. Donc psychologiquement, on doit commencer à imaginer différents futurs, différents avenirs. Et ça, on peut le faire en communauté en commençant par faire quelque chose de complètement différent, de vraiment mieux que ce qu'on avait avant. Et c'est là où le droit systémique lié à l'environnement entre en jeu parce que à cause du changement climatique, on n'a pas d'autre choix que de se retourner vers la nature et de commencer à réellement se concentrer sur ce qu'on peut faire. Donc on a des personnes qui ressentent une détresse forte et qui disent « Ok, très bien, dans ce cas-là, je vais changer d'environnement ». Sauf qu'en fait, non, parce que c'est un problème mondial, c'est un problème global. Par conséquent, on ne peut pas fuir. On est obligé de confronter le problème. C'est ça qui est difficile. Et on ne peut pas dire bon, nous, ça ne nous concerne pas dans notre pays parce que on ne fera pas face au changement climatique. Mais ce n'est pas vrai. On sait que l'échelle est planétaire et qu'il n'y a pas de lieu qui soit tout à fait sûr. Et on a compris, ok, on a fait n'importe quoi, on a fait des bêtises, on a fait du mal, et là, on s'excuse et on répare sa faute. C'est comme ça que l'on doit fonctionner. Et on ne peut pas retourner à ce qu'on avait avant. Les réparations, réparer ce qu'on a fait, ça veut dire s'avouer qu'on a fait quelque chose de mal et qu'il va falloir s'excuser, il va falloir s'excuser auprès des Maldives, auprès du Bangladesh, auprès des générations futures, des Philippines maintenant, et leur dire on est désolé. Et ça nous donne la chance de réparer quelque chose qui, pendant très très longtemps, a été mis de côté, ignoré. Mais ça veut dire aussi que pour nous, dans l'hémisphère nord, il va falloir qu'on travaille ensemble. Et c'est une approche qui, pour nous, est la plus importante, celle des compensations, de dire, OK, on ne souffre pas de la même manière que les autres et que l'on ne ressent pas l'anxiété de la même manière. Parce que certaines personnes sont très difficiles à réassurer et donc seront plus anxieuses, d'autres plus faciles à rassurer le seront donc moins anxieuses. Mais il est important de comprendre qu'il faut changer notre vue de l'avenir. Maintenant, on retrouve Glenn. C'était une bonne idée d'avoir Louise ici avec nous dans la conversation. Vous avez travaillé dans le business pendant toute votre carrière jusqu'à aujourd'hui et vous travaillez sur une nouvelle initiative. Parlez-nous des objectifs du développement, parce qu'on en parle, des objectifs de développement durable, mais pas forcément des autres. Oui, merci. Merci beaucoup aux orateurs qui m'ont précédé aussi, parce qu'ils ont été une véritable inspiration. On ne peut pas nous déconnecter de ce qu'on fait, c'est clair. J'étais dans les affaires pendant toute ma vie. Je me sens comme vous, en fait, parfois, mais j'ai aussi trouvé de l'inspiration dans la recherche de nouvelles solutions, justement, dans le business. Je voudrais illustrer un peu les objectifs de développement. Là, vous voyez les objectifs de développement durable. Un langage créatif très puissant, compris par tout le monde, un peu partout dans le monde. Et plusieurs pays travaillent avec ces objectifs.
On a choisi ce nouveau langage créatif. On a 17 objectifs avec 179 sous-objectifs. Les entreprises dans mon réseau, je leur dis que là, elles peuvent trouver ce qu'il faut pour s'inspirer, pour les ambitions aussi à réaliser. Les fondateurs et cofondateurs de mon entreprise se disaient rien ne se passe ou pas assez vite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement interne des individus, des équipes et des organisations? C'est pour ça qu'on a pensé aux objectifs de développement interne. C'est un processus de co-création avec plusieurs entreprises, avec les universités aussi. Quelles sont les qualités dont on a besoin pour transformer nos processus? On a vu 5 sessions différentes: l'être, la pensée, la connexion, la collaboration et l'action, avec ce qu'il faut pour pousser l'action. Donc, vous pouvez aller sur notre site web et vous en lirez plus. Là, je n'aurai pas le temps de tout approfondir. On aura un événement au printemps et vous êtes tous invités, bien sûr. On travaille avec des grandes entreprises aussi, IKEA, Ericsson et bien d'autres, afin de mettre en place ces objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, travailler avec l'être? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire développer sa propre conscience, autoconscience en tant que leader. La pensée critique. Comment développer une pensée critique et le développement d'une vision à long terme, par exemple. La connexion. Quelle est votre connexion avec d'autres parties prenantes, avec d'autres générations, avec la biosphère? La collaboration. Il faut développer ses propres habiletés sociales avec les collègues. Et comment est-ce qu'on peut encourager une leadership plus courageuse? Si on combine les ODD avec ce cadre qu'on a voulu regrouper de cette façon, je vais vous montrer quelque chose en avant-première. Je suis consultante et quand je travaille donc en entreprise, je trouve que c'est très important d'avoir le même langage, la même plateforme. Les collègues travaillent avec les dirigeants et il faut poser un défi à ces langages. Est-ce qu'on fait assez en termes de durabilité? On va essayer de créer un langage commun et de l'exploiter, de l'utiliser. On a 2 plateformes qui sont ouvertes à tout le monde. Elles ne seront pas reprises par les Nations Unies, mais il faudra beaucoup de travail à niveau politique. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez collaborer avec nous si vous voulez. C'est ouvert vraiment à tout le monde. C'est un pays qui était très courageux, c'est le Costa Rica. Ils ont voulu intégrer dans leur politique publique notre cadre afin d'accélérer la durabilité et nos ambitions dans ces domaines. Mon pays, la Suède, n'a pas encore fait autant. Donc, j'ai un peu de honte dans ce sens. On est au même niveau de l'Italie, mais je pense que nous avons des grandes opportunités. Nous pouvons organiser vraiment à niveau des équipes, des organisations. Et je voudrais aussi remarquer que tout le monde, toutes les personnes qui sont assises ici, si vous représentez une entreprise, un ministère, on peut faire plus. On doit faire plus, d'ailleurs. Moi aussi, je vais rentrer ce soir et je vais essayer de faire un peu plus. Je voudrais fournir une inspiration dans le nord de la Suède. On a plein de défis en face de nous. On a du bois, du fer, de l'acier, et on a
on veut aller vers les défis les plus difficiles comme les ciments, les bétons et autres. Au niveau des entreprises, mais au niveau de la politique aussi, en Suède, les choses sont en train de changer et j'en suis très fier. Et c'est ça un peu, les objectifs de développement interne. Merci beaucoup. I really connect to the areas around collaboration and relating. Obviously, it is very important. Il faut bien sûr souligner l'importance de la collaboration et de la connexion. For a long period of time. Ça, c'est clair. This is a decisive decade. C'est une décennie décisive I think we're talking about pour action has une action radicale qui doit commencer. meaningful change. Is it us, people? Est-ce que c'est nous, les commandes mortelles, les gens, c'est les entreprises qui doivent entamer ces changements? Oui, j'ai parlé des collaborations, aussi pour les objectifs internes. Pas de micro. Okay. Est-ce qu'on parle avec les indigènes? Est-ce qu'on parle avec les jeunes? Et il y a une grande opportunité et en tant que responsable de la durabilité. Je voudrais que tout le monde rapporte ce message à ses responsables. Il faut vraiment en parler dans la vie d'entreprise. Il faut devenir des activistes en entreprise. Et il faut aussi que les PDG deviennent des activistes. C'est ça que votre tâche, si vous voulez. Transformez-les en activistes. Il faut garder connecté le cerveau et le cœur, c'est clair. C'est ça qu'il faut faire beaucoup plus. Et malgré cette accélération générale, il faut garder cette connexion entre le cœur et le cerveau. Donc, d'un côté, on a la science, on a les ingénieurs, on a des processus structurels, mais si on n'arrive pas à se connecter avec les sentiments des gens, on va pas y arriver. Et on est pressé, il faut y aller. It's a good segue as well. And Joe, Merci. if I can come to you because you've been hearing a lot about Et maintenant, si je peux revenir vers vous, so as the younger generation. I know en tant que représentant de la put just you on nouvelle génération, c'est pas que vous, bien sûr, mais the generation. en termes de la prochaine génération, quel est votre ressenti pour ce qui est des défis Transformative. que votre génération a devant? Je pense que vous l'avez dit déjà très bien. On a eu beaucoup de dégâts, mais également il existe de grandes opportunités pour étendre la conscience générale. Donc le potentiel est énorme. On sait que déjà dans nos vies privées, on sait qu'on peut entamer des changements à niveau personnel, mais aussi à niveau planétaire. Donc il faut avoir une intention claire. Il faut agir du cœur, mais aussi avoir des intentions claires à niveau mental. Il faut garder l'espoir, l'optimisme et en même temps, il faut bien raisonner et agir en suivant des objectifs clairs. C'est ça qui doit nous conduire dans les prochaines décennies et encore plus loin dans le futur. Il faut se connecter au monde autour de nous, donc collaboration. Quand on est jeune, bien sûr, la connexion, c'est essentiel. Étendre son propre réseau, sa conscience. Et en même temps, tandis qu'on fait ça, on devrait aussi toujours essayer d'étendre notre capacité, notre compassion du monde avec le monde autour de nous. Et à partir de ça, donc au niveau personnel, collectif,
au niveau de la recherche et autres. Et alors là, on pourra créer un changement. Ce qu'il faut, absolument. Parfois, je n'ai pas envie de dire c'est à vous d'agir, parce que l'âge de ma retraite, c'est encore loin, bien sûr. Il faut travailler entre les générations. Il faut travailler en termes d'organisations qui sont très vieilles, des siècles. Et il faut demander quel est le programme. Parfois, on a des plans à 3 ans, à 5 ans, mais il faut dépasser ça. Il faut travailler ensemble, à travers les générations, intégrer les programmes. C'est sur ça qu'il faut travailler. On a des structures dans la tête qu'il faut changer. Et ça, c'est le message d'aujourd'hui aussi. Et maintenant, je ne sais pas exactement qui est dans le public, mais ou devant leurs écrans à la maison. Mais ce que je crois personnellement, c'est que où est-ce que je veux travailler plus tard? Si on regarde les possibilités qu'on pourrait avoir, bien sûr, je suis dans une bulle aussi, dans plusieurs bulles, si l'on veut. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Je pense que les jeunes que je représente cherchent du sens dans ce qu'ils sont en train de faire, dans ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas que de l'argent, c'est pas ça qui compte uniquement. On n'a pas cette mentalité, on ne veut pas avoir cette mentalité de croissance. Mais il faut aussi chercher du sens, des responsabilités éthiques, de transparence et d'initiative. Et c'est ça que les gens cherchent dans le monde des entreprises, sur le lieu de travail en général. Et il faut le remarquer, c'est important. Oui, je pense qu'au niveau intergénérationnel, on n'avait pas pensé à tout cela. Avec Caroline, il y a un moment, on parlait de philosophie japonaise et comment est-ce que les Japonais voient certaines choses. Glenn, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, il est toujours là. Oui, je suis toujours avec vous. Merci beaucoup. Je suis désolée. On vous tient à distance de votre lit alors qu'il est aussi tard chez vous. Glenn, est-ce que je peux vous demander, vous appelez à une révolution des émotions. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que on arrive à faire en sorte que cette révolution émotionnelle se fasse à un niveau global. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Bon, je suis philosophe, donc je ne vais pas vous donner un scénario planifié au détail près. Mais ma contribution, c'est simplement de dire ou d'expliquer quels sont les problèmes que nous avons et de dire que nous n'avons pas encore le langage adéquat pour décrire les problèmes que nous avons. Donc, comme mentionné plus tôt, l'échelle du problème que nous avons à l'heure actuelle est tellement large que toutes les cultures dans le monde ont des difficultés dans leur propre langue, au pluriel, à comprendre, à formuler ce qui se passe chez eux. Je donne toujours l'exemple des Inuatu qui ont ce mot Iniavatuk pour expliquer ce qui se passe avec le climat, parce qu'ils n'arrivent pas à décrire dans leur propre langue ce qui se passe au niveau du climat, parce qu'ils peuvent simplement parler de changement climatique. Le mot que je vous ai donné auparavant, ça parle d'un problème que l'on a entre humains et non pas d'un problème climatique causé par les humains. Donc en fait, on n'arrive même pas à exprimer ces concepts dans les différentes langues autochtones des zones les plus touchées.
C'est aussi pour cela que j'ai créé ce concept de linguistique de solastagie. C'est d'essayer de mettre des mots sur ce stress très particulier qui est lié à l'anxiété, à la peur de l'avenir à cause du changement climatique, à cause des changements environnementaux et également le fait de bien mettre en exergue que les problèmes que nous avons sont des problèmes qui sont liés à notre mode de vie. Ils sont encouragés par les gouvernements, par le secteur privé. Et donc, si on veut réellement agir pour résoudre ces problèmes, il faut essayer de parler, clairement. Ce qu'on sait également, c'est que lorsque l'on développe des codes, des lois pour essayer d'encadrer les problèmes, les nouvelles technologies, pour les mines, etc., ces codes ont toujours 10 ans de retard sur ce qui se passe réellement dans la société. Donc en fait, quand on parle de cela, le langage est toujours un peu en retard par rapport au fait. Et puis, il faut comprendre également le fait que dans les générations plus jeunes, il y a cette volonté et cette capacité de s'éloigner des gouvernements parce qu'on arrive à avoir des concepts humains pour les humains et à ne plus passer par des grandes institutions. Et la langue est un code qui nous permet d'exprimer des choses et ce code doit être développé de manière très rapide quand les changements sont rapides comme aujourd'hui. Donc, cette révolution des émotions, ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement exprimer en disant on va la planifier, on va la faire. C'est quelque chose qui est très hétérogène, comme ce mouvement Extinction Rebellion. Ils ont une relation très forte avec un grand nombre de communautés. Si on pense aux grèves scolaires les grèves pour le climat, on remarque que les jeunes sont particulièrement conscients des problèmes liés au climat, au changement climatique, aux changements environnementaux. Donc, comment est-ce que la génération ou les générations plus anciennes peuvent continuer à faire ce qu'elles font alors qu'elles ne peuvent plus ignorer que cela a un impact négatif sur les générations futures? Donc, cette idée de la révolution qui est émotionnelle, forcément, elle est aussi multidimensionnelle. Mais je préfère dire que les émotions, c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'il n'y a pas de place pour cette révolution dans les codes, dans la langue, dans les différents documents qu'on peut faire, dans la responsabilité des États ou sur comment est-ce que l'on protège la relation entre les humains au niveau émotionnel, alors que ce qui est le plus important à l'heure actuelle dans la société, ça reste pour beaucoup le profit. Donc je pense qu'aujourd'hui, on vit dans des temps tellement nouveaux que ma contribution en tant que philosophe conceptuel, elle est à la mesure de ce qui peut être fait par des artistes, par des musiciens ou par des cinéastes. Et donc la créativité, elle n'est pas confinée uniquement à un domaine. Et c'est la chose la plus incroyable lorsqu'on parle des humains, c'est cette capacité de créer, cette créativité qui est infinie. Et nous avons besoin de toutes ces personnes très créatives parce que c'est celles qui cherchent des solutions, c'est celles qui cherchent l'innovation, c'est celles qui vont chercher un nouveau langage pour que l'on puisse exprimer des concepts nouveaux. Et l'émotion, exprimer l'émotion, c'est justement ce sur quoi j'essaye, moi, de me concentrer. Merci Glenn. Merci, je vois que nos artistes sont en place ici et je crois que c'est le signe pour nous qu'il faut terminer notre discussion. Il y a juste une question que j'ai pour tout le monde, mais je vais simplement en conclure avec cette discussion. Merci beaucoup à Caroline, à Joe, à Louise et à Glenn, une fois de plus, et à tout le monde de nous avoir rejoints cet après-midi. C'est uniquement le début, mais je me sens déjà mieux en termes de toutes ces actions que l'on pourra faire et d'aller d'émotion en émotion. Ça a été très positif. Merci à tous.